Salut à tous et bienvenue dans Presta, le podcast qui interviewe des prestataires WordPress. Alors aujourd'hui, pour l'épisode 9, on va recevoir Clément Roy de l'agence Innovagora. Salut Clément. Salut Alex, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et comme d'habitude, l'idée avec ce podcast, c'est de mettre en avant des prestataires WordPress, que ce soit freelance ou en agence, pour vous partager en tout cas leur expérience de WordPress, de la création de sites, afin de vous donner des conseils, vous faire monter en compétences, enfin voilà, vous apprendre plein de trucs pour devenir de meilleurs prestats. Comme d'habitude, le podcast est divisé en deux parties. On a la première partie donc, que vous êtes en train d'écouter, qui dure environ 45 minutes. Ça déborde souvent, mais on va essayer de rester dans les clous cette fois-ci. Et une seconde partie avec des questions un petit peu plus avancées qui est destinée aux clients de la formation freelance, devenir freelance WordPress accompli de WP Marmite Pro, donc, qui va durer 15-20 minutes. On va voir un petit peu. Voilà, ça dure environ 15-20 minutes. Et donc voilà, vous connaissez les règles. Et donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc comme je disais, épisode 9, Clément Roy de l'agence Innovagora, donc, qui a une particularité, c'est qu'ils sont spécialisés dans la création de sites internet pour les collectivités locales, c'est ça Clément? Ouais, collectivité, acteur public au sens large, mais principalement collectivité. Donc par collectivité, on entend ville, communauté de communes, agglomération, département, région. Ça, ce sont vraiment les collectivités. Toutes les strates en fait qu'on peut avoir, le tout millefeuille. dont plus personne ne sait où sont les compétences et à qui s'adresser. On essaye de résoudre un peu au quotidien. Et acteur public, dans le sens où on a aussi des principes de syndicat mixte. Alors ça, c'est le plus obscur. Les citoyens, mais c'est tout ce qui va par exemple gérer toute la partie déchets, toute la partie eau, etc. Ce sont des collectivités qui se regroupent dans des syndicats mixtes communs sur certaines compétences. Ouais, syndicat des eaux, etc. Ouais. Exactement. Syndicat des eaux, voilà. On bosse aussi pour des hôpitaux, des offices de tourisme qui sont des acteurs publics, et aussi ce qu'on appelle les CDG, qui sont des centres départementaux de gestion, qui sont également des mutualisations des collectivités sur des compétences de formation, etc. Bon, voilà, il y a tout un millefeuille que nous, on connaît. On va apprendre des choses. Vous pourrez ou pas aller faire votre carte d'identité, votre passeport, parce que ça dépend des endroits. Donc, c'est une particularité forte, puisqu'elle a un impact très fort dans notre manière de travailler, dans ce qui est attendu de nous. C'est-à-dire qu'on a un principe, nous, de qualité qui est poussé, je dirais, à l'extrême, qu'elle soit celle de l'accessibilité au niveau de l'inclusion, qu'elle soit également celle portée sur la qualité même du code en tant que tel, puisque nos projets sont absolument pas des projets one shot court terme. C'est les sites qu'on on va les maintenir d'ailleurs pendant des années et des années. Donc ça change un peu la manière de concevoir les choses, de faire les choses, et surtout grand principe de résilience, de souveraineté, d'autonomie. Ça, c'est très très important pour nous, ce qui impacte aussi le choix de la techno, bien évidemment. Ok, ça marche super. Et du coup, quel âge a l'agence déjà? Alors l'agence elle-même, elle a été créée en 2021, donc tu vois, elle a déjà 22 ans. Donc ça fait 22 ans qu'Innovagora existe. Moi, je suis entré dedans en 2001, tu veux dire? 2001, ouais, pardon. T'as dit 2021. Ah pardon, non, 2001. L'agence a été créée en 2001, donc elle a 22 ans. Moi, je suis entré dedans en 2010 et j'en ai pris la direction en 2013. Ok, ça marche. Voilà. Tu vois, ouais. Ok, super. Et là, vous avez combien de salariés? Alors aujourd'hui, on est 18. 18 salariés qui regroupent en fait tous les corps de métier, c'est-à-dire qu'on a nos chefs de projet consultants, on a nos designers, nos développeurs front, développeurs back, et notre équipe de maintenance et assistance, nos commerciaux, notre assistant juridique, enfin administratif. Ok, ça marche. Donc, et en tout cas, j'ai vu sur votre site, vous avez des clients sur toute la France, même aux Antilles, j'ai vu ça. C'est vraiment c'est fou, la carte, elle est... Encore, on n'a pas de famille parce que là, on vient de signer en Guyane, à La Réunion et en Martinique. On en a, France dom-tom, bien évidemment. Et effectivement, sur l'ensemble du territoire français, partout. Là, on a franchi le cap des 1000 clients. Ah ouais, 1000 clients. Il y a une cadence à l'agence, c'est-à-dire que là, on est 18, mais tous les ans, on sort une centaine de sites. Ok. Wow, ça envoie. Dont l'importance d'avoir des choses qui sont bien standardisées et qui... c'est le nerf de la guerre, on a vachement industrialisé, c'est ce que nous permet aussi de faire notre monotypologie de clientèle. C'est-à-dire qu'on a vraiment développé notre expertise là-dessus. C'est vrai que
les besoins entre une ville A et une ville B sont très sensiblement les mêmes. Donc ça a été tout l'effort qu'on a fait sur les premières années de constituer un socle, bien sûr évolutif, bien sûr malléable, mais qui va être commun à tous nos clients. Et donc, en fait, on centralise la maintenance. Tous nos sites, techniquement, ont des valeurs communes, ont un socle commun qui nous est facile de maintenir et de faire évoluer à l'avenir. Donc ça, c'est vraiment un enjeu fort. C'est ce qui est permis par notre monotypologie de clientèle, qui a ses bons côtés, ses mauvais côtés, mais ça permet de faire ça, ouais, et d'exiger simplement notre expertise. Super. Alors, avant de parler d'Innovagora, comment tu as commencé, toi? Tu étais salarié chez eux ou tu étais en freelance? Comment ça a démarré? Ouais. Alors, moi, je suis tombé dans le web un peu par hasard. J'ai commencé très tard l'informatique. Je suis d'une fratrie, j'ai 2 grands frères, il y avait un ordinateur à la maison, c'était l'époque de MSN, IM, etc. Et c'était 20 heures d'ADSL par mois à l'époque, hein. Puis le petit son en lancement. Donc, quand t'es 3 frangins, les grands, ils ont les 20 heures et toi, t'arrives, il n'y a plus rien. Donc, tu vois. Il reste 10 minutes, allez. Et donc, j'ai jamais touché un ordinateur avant mes 12 ans. Alors qu'il était déjà à la maison. Je crois qu'on a eu le premier ordi en 96. Donc, j'avais 6 ans. Donc, pendant 6 ans, je voyais l'ordi, j'y touchais pas. Et en fait, à mes 12 ans, on m'a offert un jeu vidéo. C'était mon premier jeu vidéo, parce que même ça, j'y touchais pas, qui était Le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu, qui était un jeu de stratégie. Je suis pas très gaming, donc j'ai joué une journée, 2 journées. Sur PC, du coup? Sur PC, ouais. Le 3e jour, j'ai appris que c'est un jeu qu'on pouvait modifier, en fait, en rentrant dans le code source, etc., en langage de prod, etc. Donc j'ai commencé à traîner sur quelques forums pour apprendre à faire ça, et en fait direct j'ai commencé à créer d'abord de la 3D, donc d'abord du graphique 3D, 2D, puis commencer à coder. Donc j'ai commencé comme ça l'informatique, tu vois. Et j'ai commencé à sortir quelques modes, et pour promouvoir mes modes, et en plus parce que je voulais lancer une plateforme de tuto pour apprendre à modder ce jeu-là, il a fallu que je crée un site web. Et donc ça a été mon premier site web. Donc ça, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans, j'avais fait ça avec un néerlandais qui s'appelle Bart, qui j'ai toujours contact d'ailleurs. D'ailleurs, ça m'a appris à parler anglais à ce moment-là, parce que la communauté était anglophone. Génial. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. C'est comme ça que j'ai appris à coder, c'est comme ça que j'ai appris à faire design et à faire du site web, tu vois. T'as pas appris l'anglais à l'école comme tout le monde? Non, clairement pas. Et j'étais vraiment dans l'anglais d'usage, du quotidien. Donc ça a été vachement formateur. Non mais j'imagine, je dis ça parce qu'à l'école, on n'apprend pas à parler anglais. Ah ouais, mais tu vois, et du coup, mon histoire par rapport à comment j'ai appris à créer des sites web et comment j'ai appris à parler anglais, elle est très similaire. La raison, c'est que j'avais le besoin et j'ai pas le choix. Je devais le faire. J'ai pas appris un site web pour créer des sites web. J'avais besoin d'un site web. C'est ça, ouais. Donc je l'ai créé. Et j'ai appris à le créer comme ça. Donc c'était une autre époque, c'était d'autres contraintes. Il y avait pas, c'était UE6, pas responsive. Le JS c'était catastrophique. Enfin, voilà, j'ai appris comme ça. Mais en même temps, on aura sûrement l'occasion d'y revenir, c'était vachement formateur. C'est-à-dire que j'ai passé mes nuits à débugger. Enfin, je veux dire, à l'époque, créer un menu drop-down déroulant, il fallait 4 jours. Ah ouais. Et t'essuyais les plâtres, et t'avais pas de ressources, t'avais rien. Mais t'apprends dans la difficulté. Et du coup, derrière, j'ai envie de te dire, plus rien ne te fait peur, quoi. C'est galère, mais tu vas le faire. Tu vas finir par le sortir. Et ça, c'est important dans la philosophie de découverte, surtout sur les premières années. Ouais, tu vas galérer. Ça va pas se passer comme tu le penses, tu vas passer beaucoup plus de temps, mais par contre, tu vas vraiment te forger une compétence intrinsèque. Et c'est celle-là qui ensuite a de la valeur ajoutée. Donc, c'est dans la difficulté. Donc, j'ai commencé comme ça. Après, je sais même plus te dire comment les premiers clients sont arrivés. Les premiers clients sont arrivés. J'avais commencé à participer. J'avais rédigé un article sur la création à l'époque avec Raphaël. J'avais fait une première conférence, etc. Mais je ne sais même pas si c'est ça qui m'a attiré les premiers clients. J'avais une compétence à un moment donné qui était particulière, qui était jQuery mobile. C'était au tout début. Parce que ça, du coup, c'était vers quel âge? Tu m'as dit que tu avais fait ton 16 ans. 13 ans. 3 ans après. Il y a un ouais, petit temps qui s'est passé, ouais. 16 ans. J'ai eu cette compétence jQuery mobile, j'ai rédigé quelques articles dessus. Donc, tu vois, c'était tout le début de la Progressive Web App, mais le mot n'était pas encore là. Et j'ai été contacté, j'ai eu plusieurs projets dessus, y compris à l'international.
qui ont été très intéressants, mais dans lequel, pareil, il a fallu déblayer tout le terrain, quoi. Il n'y avait pas de ressources, il n'y avait rien, il fallait tout faire. Et en parallèle, je poursuivais mes études, mais à 16 ans, je pense que je gagnais déjà 1500, 2000 euros par mois si on devait lisser sur l'année. Donc, Ah ouais, génial. j'étais déjà quasiment autonome financièrement. Mes parents qui étaient très inscrits dans un schéma scolaire, et je comprends, hein, m'ont poussé à poursuivre mes études post-bac. J'ai commencé une école d'ingé, mais ça n'allait plus. Je savais déjà ce que je voulais faire. J'étais en école d'ingé. Tu sais, l'école d'ingé, au début, tu as un tronc commun, tu fais encore la Ouais. chimie, tout ça. Moi, je voulais juste de l'informatique. J'estimais perdre ton temps, quoi, en faisant ça, quoi, j'imagine. Ouais, enfin, perdre mon temps, c'était intéressant, je dis pas le contraire, mais ma tête, elle était ailleurs. Ma tête, Ouais. elle était ailleurs. Après, en plus, j'ai un peu truqué le game. Dès les premières années, j'ai fait ce qu'on appelait des UV, c'est les courses et les semestres, Ouais. dans le monde de la branche génie informatique, parce que j'avais pu m'inscrire juste en hackant le système. Enfin, il suffisait d'aller dans la console, changer quelques valeurs dans les champs de pute et tu pouvais t'inscrire aux UV. Non. Donc je l'avais fait, je les ai eues celles-là, tu vois. Par contre, les UV de chimie et de physique, je les ai pas eues. Donc à la fin de l'année, on m'a dit, moi, Clément, ça va pas le faire, t'as pas validé les UV. Donc après, bon, j'ai fait un DUT informatique en 1 an. Ok. On l'appelait année spéciale, je sais pas si ça existe encore. Donc ça, c'était à Paris, à Orsay. Donc voilà, j'ai été validé le diplôme. Et dans ce cursus-là, il fallait faire un stage. Ok. J'ai appelé la boîte Innovagora qui était chez moi à Compiègne. Je connaissais pas d'avant, tu vois, juste une recherche agence web Compiègne, pouf, Innovagora, j'appelle, ils me prennent en stage et derrière, voilà, ils m'ont embauché. Ok. 3 ans après, j'en ai repris la direction. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc c'est-à-dire que j'avais déjà mon statut de freelance, un peu tous azimuts, mais principalement voilà dev front, on va dire. Hein, Ok. HTML, CSS, beaucoup de jQuery mobile. Ça, c'était le point de démarrage. J'avais toujours pas touché à WordPress et donc j'arrive à Innovagora stagiaire. D'abord stagiaire plus sur la partie maintenance assistance, c'est-à-dire accompagnement des clients post-mise en ligne. Ouais. Mais globalement, à l'époque, tu vas voir que ça forge un peu ensuite la manière dont tu vois les choses, c'est que c'était nettoyer les plates, quoi. Ouais. À l'époque, 2010, l'agence mettait tout en ligne beaucoup trop vite, les sites n'étaient pas finis, et puis derrière, ça arrivait dans Cheap fast, comme on va dire en anglais. la TMA, il n'y avait rien qui marchait, le client n'était pas content, non, c'était une grosse galère. Franchement, c'était une grosse galère pas agréable. Et tu te sens vite seul, hein, parce que les autres, ils se sont débarrassés du projet, c'est arrivé chez toi. Ah, c'est bon, c'est en ligne, c'est la TMA maintenant. C'est bon, ouais. Et t'as juste pas fini ton taf, quoi. Je sais même pas ce Donc, que t'as j'ai envie dû. de faire. Et donc voilà. Donc ça a été du coup un grand apprentissage sur la gestion client. Parce que déjà, C'est ce que j'allais dire, t'as dû beaucoup apprendre. faut Ouais. calmer le jeu, faut calmer le jeu. Et puis t'as pas le choix, tu remets les mains dans le code et tu dev, tu finis tes devs en fait. Donc c'était très multitâche, Ouais. très multitâche, mais vachement formateur. Et tout ça était sur une technologie que peu doivent connaître aujourd'hui puisqu'elle n'existe plus. C'était un outil, un CMS qui s'appelait Easy Publish. Easy Publish, Ouais. ça me parle, ça, Ouais. je me rappelle. C'était développé par des Néerlandais qui avaient ce mix un peu open source et CMS propriétaire, dans le sens où il y avait des licences de distribution, etc. Mais le code était open source, en tout cas en partie. Mais dès que tu le voulais complet, il fallait payer. Mais qui était archi complexe pour tout le monde, côté client et côté développeur. Donc je suis rentré là-dedans et puis c'est une boîte donc, qui avait déjà quasiment 10 ans à ce moment-là, tu vois. Ouais. Qui avait Et ils étaient déjà spécialisés dans les. collectivité, ouais. Dès le début, sur le- ouais. Dès le début, dès le lancement, ça a été acteur public. Ok. Donc elle avait déjà cette compétence-là. Celle-là, tu peux pas lui retirer, elle l'avait. Par contre, c'est une boîte qui a été montée sans réelle compétence technique et du web. Ok. D'accord. Ils avaient une C'était connaissance. étrange pour une agence. Bah ouais, mais là, tu remets en 2001, Ouais, c'est vrai, ouais. tu vois. Et les boîtes, on va dire, digitales qui se sont montées à l'époque n'avaient pas de compétences digitales. Enfin, un peu plus que d'autres, tu vois. Ils savaient globalement allumer un ordinateur et gérer un petit peu le réseau, tu vois. Donc, c'était déjà plus que la plupart des gens. Et ils savaient coder 3 bouts de HTML, tu vois. Donc, ça suffisait à l'époque pour avoir une valeur ajoutée auprès de ta clientèle.
Ouais. Et par contre, ils avaient une vraie connaissance du milieu des acteurs publics. Ils savaient Ok. toute la procédure du marché public, comment y répondre, monter ses dossiers, etc. Par contre, d'un point de vue techno, c'était un peu la bérésina. Tout le monde a appris sur le tas. Personne, tu vois, connaissait le versionning à l'époque, les bonnes pratiques, les principes de développement. Maintenant, on appelle ça l'atomique. Avant, ça avait d'autres noms, mais personne ne savait développer de ces manières-là. Et voilà. Donc, ça a créé, du coup, d'année en année, une dette technique colossale. Ouais. Colossale. Et c'est en fait, je le dis parce que c'est pour ça qu'en fait, ça m'a donné l'opportunité de la reprendre en 2013. Parce que la dette technique Oui, hein. était devenue tellement forte, en fait, Mm. que la boîte a été en souffrance, qu'elle n'y arrivait plus, que la dette technique a été tellement forte et l'insatisfaction clientèle tellement forte que euh, l'image de la boîte en a pâti. Donc c'était devenu très compliqué, découragement de toutes les équipes également, tu vois, tout est lié, hein. Ouais. Tu galères tous les jours, donc au bout d'un moment, tu n'as plus personne qui a envie qu'à la niaque, et j'ai envie de dire par chance et surtout par méconnaissance, par jeunesse et par fougue, tout ça, moi j'ai fait abstraction. C'est-à-dire que moi, j'avais des clients, j'avais des problèmes à résoudre, donc j'ai été les résoudre. J'avais pas de j'ai pas assimilé, si tu veux, la pression financière, euh, les enjeux sur les postes, sur les collaborateurs, sur les postes à sauvegarder, etc. Il y avait de la dette. À ce moment-là, tu avais repris la boîte ou pas encore? Voilà, au moment où je la reprends, tu vois. Au moment où je la Ouais. reprends, Oui, donc tu n'avais pas l'historique des dirigeants sur les épaules, quoi. bah, Enfin, je l'ai, ça s'est transféré, tu vois, j'imagine, mais je l'avais sur les papiers, mais en même temps, ça me passait un peu au-dessus, tu vois. ouais. Il y avait une énorme dette financière, des clients insatisfaits, etc. Mais moi, je le voyais que comme un challenge. Ouais. D'accord? En fait, j'avais rien à perdre. Moi, perso, j'avais rien à perdre. J'avais 2013, j'avais 23 ans, très peu de charges. Enfin voilà, j'avais juste envie de bosser et de solutionner des problèmes. Donc, je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, j'ai le même schéma qui se remet sur la table, mais j'y vais pas, hein. Ouais, c'est ça. J'y vais pas. J'y vais pas parce que trop difficile, trop de sacrifices. Et ça, c'est un propos, tu vois, qu'on pourrait reprendre, mais on voit beaucoup en ce moment, tu vois, cette utopie, ce rêve de se dire faut travailler moins, passer moins de temps, ça sert à rien de s'acharner, on peut faire autant avec 20 heures par semaine, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai, pas sur les premières années. Quand tu es dans une dynamique d'acquisition d'une compétence, qu'elle soit technique, managériale, gestion d'entreprise, les premières années, tu cravaches comme un dingue. Il faut que tu assimiles tout ça. Après, tu as plus ou moins de facilité, certes, hein, il y a des gens, ils apprennent très vite et ils sont très à l'aise très très vite dans le secteur. Mais quand tu dois tout apprendre, bah ouais, ça, c'est juste ta multiplication d'heures qui fait que. Et en plus, quand tu es dans un schéma comme moi j'ai vécu, c'est-à-dire, il faut à la fois que tu apprennes à gérer une boîte qui a déjà des salariés, déjà des centaines de clients, déjà des centaines de projets, plus une dette technique. Donc, il faut déjà gérer Ouais, plus des ça. difficultés. En même temps, faut que tu Voilà. apprennes ce qu'est un contrat de travail, comment se gèrent les congés en France, tout le côté juridique, administratif, ce qu'est un conseil d'administration, ton assemblée générale, etc. Ce qu'est un marché public également, tu vois. Donc, tu es obligé d'acquérir ça. Après, tu peux toujours déléguer, tu peux faire d'autres choix, mais quand tu es jeune, tu sais même pas déléguer parce que tu sais pas gérer les gens. Ouais, ouais. Et tu dois apprendre ta techno. Donc, tu cravaches. Et donc ça, si tu vois, déjà, il y a un mot à donner aux jeunes qui se lancent aujourd'hui, c'est allez-y à fond. Et allez-y à fond sur les premières années. Vous avez pas Ouais, d'enfant, tant que t'as pas d'attache, pas d'enfant, pas que de tu as un charge. parachute, tu peux toujours revenir chez Exactement. papa, maman. Exactement. Et aujourd'hui, si vous posez la question de comment les gens y sont arrivés, c'est-à-dire toutes les petites stars qu'on voit sur LinkedIn, ceux qui sont aujourd'hui, qui ont une réputation, mais ils ont juste cravaché comme des dingues quand ils étaient jeunes. Et on l'a tous fait. Donc, faut réussir à franchir ça. Et après, tu te reposes pas vraiment sur tes lauriers, mais au bout d'un moment, quand tu as un point d'équilibre, oui, là, tu peux un peu baisser ta cadence. Tu as de Tu travailles l'expérience, différemment, ouais. tu travailles Dans différemment. l'embauche, tu délègues, tout Voilà, ça. mais ça se fait pas la première année. Faut vraiment qu'au début, tu aies cette part de sacrifice. Et c'est pas des petits sacrifices, hein. Euh, Moi, de 20 ans à 28 ans, je ne faisais que travailler. Que travailler. Alors, c'est un cas extrême, parce qu'il a fallu, j'ai eu un héritage, si tu veux, de boîtes qu'il a fallu restructurer. Donc, c'est pas juste construire. Je dirais que restructurer est plus difficile que construire. Euh,
parce que tu dois assumer l'héritage et en même temps, en parallèle, tu dois repenser la boîte parce que tu peux pas la faire continuer dans le même schéma. Tu as les deux confrontations. Et on va y revenir du coup sur le nouveau schéma parce que c'est là où WordPress entre dans le jeu. Bah oui, c'est ça, c'est qu'on en avait parlé la première fois qu'on s'était rencontrés, et même tu avais fait une conf Ouais, sur j'avais fait une conf. comment WordPress avait sauvé ta boîte, c'est ça, si je me rappelle. Exactement. C'est une réalité. Et donc, on va y arriver. Et donc, voilà, c'est vraiment se donner à fond, acquérir le maximum de compétences, faire de l'expérience. Ta seule justification à ce moment-là, je veux dire, ta seule manière de savoir si ce que tu fais est bien ou pas, c'est ta satisfaction clientèle. Si ton client est content et qu'il t'a payé, c'est que tu as fait du bon boulot. Voilà. Et j'ai même un autre mot par rapport à ça, c'est arrêtez de vous comparer. Ouais, Ne vous comparez pas. Si vous commencez à passer votre journée à regarder ce que font les autres, à comment les autres grandissent sur LinkedIn, etc., explosion du chiffre d'affaires, non, ne vous comparez pas. Il y aura toujours meilleur que vous. Mais c'est pas le sujet. Et puis tu sais, quand tu compares ton intérieur à l'extérieur des autres, bah, c'est pas, enfin, tu sais pas comment que ça se passe derrière, tu vois. Il y a des formations, parce que des chiffres, ça veut tout dire. J'ai même envie de te dire, parce que ça je le sais, j'ai des leviers pour faire ça, faire grandir un chiffre d'affaires. C'est pas le plus dur. C'est pas le plus dur. Sauvegarder ta rentabilité et augmenter ta rentabilité, c'est bien plus dur qu'augmenter ton chiffre d'affaires. Et ça, généralement, la rentabilité, les gens n'en parlent que très peu. Ils parlent de croissance, de chiffre d'affaires, mais la rentabilité... Oui, c'est ça. Quand tu as des charges énormes, au final, c'est ça. Donc, toujours attention à ce que tu vois. Et même si tu te compares d'un point de vue qualité de développeur, ou de freelance, ou de designer, etc., peu importe. Ouais, il y aura toujours meilleur que toi. Mais les gens qui sont peut-être meilleurs que toi, ils ne peuvent pas satisfaire tous les clients. Et tous les clients n'ont pas forcément le budget de ce freelance ou cette agence-là. Donc, il y a une part de marché à prendre. Et si tu arrives à la saisir, si ton client est content, ton client paye, tu es légitime. Point. Ça s'arrête là. Si tes clients ne sont pas contents et si tu ne trouves pas de client, là, tu peux te remettre en question. Tu vois. Parce que là, attention aussi, le monde du web, c'est pas le Graal. Tu peux pas arriver et se dire c'est bon, en 3 mois je suis formé et je vais gagner ma vie, je vais super bien gagner ma vie. C'est faux, c'est une hérésie. Il y a plein de trucs qui font croire aujourd'hui, hein, les petites formations en 3 mois, etc. Attention. Bah, ça te donne une base si tu veux. Ça peut te faire gagner du temps au lieu de passer un an, tu vas faire le truc en 3 mois, mais il faut charbonner derrière. Exactement, c'est un coup de pouce. Et ça, c'est super, c'est l'avantage. C'est un levier. Cette industrie-là, du digital, mais c'est un coup de pouce, mais elle doit être complétée d'efforts en parallèle. Ça, c'est clair et net. C'est un métier où il y a tellement à apprendre, tellement à découvrir, avant de savoir se positionner, mais il faut cette vision-là, et ces formations-là sont que des coups de pouce. C'est pas parce que tu fais 3 mois que derrière, tu as ton CDI à 2000 ou 3000 euros brut. Ouais, tu sais, c'est comme quand tu es en études, les profs te sortent, oui, vous allez gagner tant, c'est d'études, et voilà. C'est ça. Et ça, c'est complètement dingue parce que, tu vois, quand j'ai fait mon école d'ingé, premier jour, président de l'école d'ingé, qui n'est pas une petite école d'ingé, hein, c'était la deuxième de France à l'époque. À Compiègne, du coup. Ouais, Compiègne, l'UTC, ouais. Et le premier jour, premier speech, tu vois, il commence à te dire, vous sortirez avec 40K. Mais j'ai envie de dire, moi, j'étais pas là pour ça. Une école d'ingé, je voulais apprendre à comprendre les problèmes, à trouver les bonnes solutions. 40K, mais... Et en fait, là, j'ai vu qu'autour de moi, tout le monde était intéressé par ça. Okay. Bon, chacun son objectif. Je trouve ça dommage qu'à 18 ans, tu sois déjà passionné par le salaire que tu auras dans 5 ans. Je dirais plutôt qu'il faut être passionné par la valeur ajoutée que tu peux donner à tes clients et le salaire viendra avec, quoi. Je pense qu'il faut inverser un peu la prise de vue par rapport à ça. Et donc, revenons, donc 2013, situation, on va dire, catastrophique à Innovagora. Donc, il fallait sauver les meubles et en même temps restructurer. Et donc, le premier choix qui a été fait à ce moment-là, c'était de changer de techno. Okay. Donc, WordPress, je connaissais le nom. J'avais dû monter 2 sites dessus rapidos, tu vois, sur la base du thème natif. Hein, à l'époque, je ne sais même plus. 2013. Ouais, 2013. Donc, le thème natif, j'avais bidouillé 3 blogs. J'avais mon acolyte et associé Chris qui avait touché un petit peu plus. Mais 2013, on était encore dans cette vision, WordPress, c'est bien pour du site à petit volume. Donc, pour notre stratégie, nous communiquer avec ses habitants, pourquoi pas, etc. Mais on ne voyait pas aller plus loin avec cette techno. Donc, en parallèle, on a aussi lancé le chantier de Drupal. Où à ce moment-là, Drupal avait une plus grande notoriété. Dès qu'il fallait un espace connecté, etc., les gens disaient, il faut aller sur Drupal. Tu veux de la sécurité à l'époque, il faut aller sur Drupal.
Donc, on a lancé les 2 chantiers, c'est-à-dire qu'on a essayé de reconstruire, en fait, notre site type collectivité sur ces 2 technos. On s'est fait accompagner par des freelances qui connaissaient un peu les technos, mais ça n'a pas été forcément une très bonne aventure. On n'a sans doute pas choisi les bonnes personnes. Elles ont développé des trucs, mais pas vraiment de passation, etc. Ok. Donc, on avait WordPress, on avait Drupal. On a recréé la même solution, c'est-à-dire que le front-end, c'était exactement le même, mais 2 moteurs derrière. Bah, Drupal, on a dû dépenser 30 000 euros pour le construire et WordPress 10 000. Et la même chose à la fin. Hein, tu vois. Et bah, Drupal, on l'a jamais réutilisé. On n'en a pas revendu un seul, on l'a jamais réutilisé. Ce truc-là est resté dans le tiroir et c'est jamais ressorti. Et WordPress, on monte notre socle, on est content, on absorbe beaucoup plus vite la compétence et la technologie. Ça, c'est très important, tu vois, c'est fondamental. Quand tu veux pérenniser une boîte, il faut que ta technologie reste facilement abordable pour tout le monde. Donc WordPress, voilà, très très vite absorption de la compétence et du savoir-faire en interne. Et premier client, gros client qui tombe, qui nous dit je veux du WordPress, c'était un organisme qui n'existe plus maintenant parce que les subventions ont été sucrées, qui s'appelait le Transfo. Et le Transfo, c'était en fait une asso, mais en tout cas un rassemblement, qui avait pour but de promouvoir l'ensemble des événements artistiques et culturels sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Ok. Donc ça recensait tout ce qui pouvait se passer sur ce grand territoire-là en termes de concerts, spectacles, musées, tout. On arrive, on commence à déblayer le terrain, on apprend qu'il y aura 36 000 événements à structurer avec le moteur de recherche qui va bien, etc. Donc tu vois, tu passes de ton WordPress, petit blog, tout de suite ta première commande, tu as 36 000. Tu en fourres un maximum. Donc 36 000 contenus et chaque événement, je ne sais plus le nombre de custom fields qu'on avait là-dedans, mais on doit avoir une centaine de custom fields, tu vois, sur ce post-tag. Et on lance, et ça marche. Et ça marche. Et donc là, on se dit go, on y va. On y va et depuis lors, c'est full WordPress. Et 100% WordPress maintenant depuis 10 ans. Et du coup, petite question, c'était pas difficile d'avoir des nouveaux clients avec la réputation de l'agence à l'époque ou les gens, comment ça se passait? Ouais, les 2 premières années, ça a été assez compliqué. Il a fallu rassurer, bien évidemment. Alors, c'était pas une réputation exécrable non plus, tu vois. Moi, j'ai choisi la carte de la transparence. C'est-à-dire que le portefeuille client qu'on avait déjà, après, ça marche ou ça marche pas. Il y a des clients que tu as tellement déçus. Bon, voilà. Mais au moins, ces clients-là, même ceux qu'on a déçus, j'ai essayé de faire en sorte qu'on passe en bon terme, qu'on compare en bon terme, tu vois. Ok, on a merdé, ça s'est pas passé comme on espérait, on est déçu de vous avoir déçu, on vous souhaite vraiment que ça se passe mieux avec d'autres. Peut-être qu'on se reverra dans 10 ans. Tu vois, je finissais comme ça, pour pas que ça parte vraiment sur une mauvaise note. Et puis en fait, je l'assume, mais c'est vrai que j'ai un peu remis ça sur le body publish aussi, tu vois. On a fait le techno, voilà. Bon, c'est égal. Et sur l'acquisition de nouveaux clients, bah ouais, il a fallu rassurer. Donc il a fallu un peu galérer pour aller rechoper 10, 15, 20 nouvelles références sur cette nouvelle techno, rassurer d'un point de vue méthodo, et à partir de là, tu relances la machine, quoi. On a hésité longtemps à changer de nom. Tu vois, rien que casser le nom et repartir sur un nouveau nom. Bon, c'était... Fil en aiguille, on est resté sur le même nom, on a changé la couleur du logo. Mais ça a redémarré, tu vois. Et bon, 10 ans après, plus personne ne connaît Lynn Babor Adamant, tu vois. Donc, pour les clients, c'est une toute nouvelle boîte. Donc, c'est pas simple. C'est pour ça que je te dis, quand tu hérites de quelque chose, ça te rajoute une petite difficulté. Surtout quand l'héritage n'est pas bon. Quand l'héritage est bon, bon. C'est ça. Donc voilà. Mais en parallèle, tu vois, toute l'équipe a été restructurée. De cette époque-là, quand moi j'ai repris les rênes, l'agence était à 18. Mais ma première action, c'était de la ramener à 5 salariés. Donc tu vois, 20 piges, mes premières actions en tant que patron, c'était 10. Pas évident, j'imagine. Mais tu te rends pas compte à l'époque parce que tu penses organisationnel, structurel, qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux, qu'est-ce qui nous permet de retrouver la rentabilité. Donc tu vois, tu as un petit peu cette vision-là, très, très mécanique des choses. Tu as de l'humain, bien évidemment, mais il fallait. En fait, j'avais pas le choix. Si tu veux, c'est soit on arrêtait tout, soit on essayait de sauver, de passer par les charges salariales. Donc il a fallu passer par là. Mais de cette époque-là, il n'y a plus que 2 personnes qui sont là.
J'ai toujours mon assistante de direction qui est là, qui est top. Et on attend un de nos directeurs techniques de cette époque. Mais c'est déjà moi qui l'avais recruté en fait. Ok. Il est arrivé en 2012 et c'est moi qui ai fait son recrutement. Et ça, c'est important. C'est très important parce que tu vois, sur les premières années, les 4 autres personnes que j'avais conservées, c'était plus dur. C'est pas des gens que tu avais recrutés, ça matchait pas forcément d'un point de vue état d'esprit, dynamique, etc. Et en plus, eux avaient vécu ce passif. Ouais. Donc c'est pas facile, ça, l'héritage, c'est dur à manier. Et les recrutements sont très importants. Et moi, mon expérience aujourd'hui, je dirais que le recrutement, certes, tu attends une compétence, d'accord, qu'elle soit Mhm. technique, consultant, etc., une expertise, mais parfois, c'est pas le plus important. Parce que la compétence peut s'acquérir. Ouais, c'est ça, c'est l'état d'esprit, hein. Enfin, moi aussi, je l'ai Exactement. vu, hein, avec la marmite, c'est que il y a des personnes, bah, on a dû arrêter la période d'essai parce qu'au final, Ouais, ça collait pas c'est et ça. voilà. Et Tu peux avoir des c'est personnes pas évident. très compétentes et philosophiquement, humainement, et c'est pas leur reprocher, c'est juste, voilà, tu as des personnalités différentes qui font que ça ne matche pas, ils s'inscrivent pas dans la même philosophie, surtout que nous, a priori, mais ça, tu te rends pas vraiment compte quand tu es dedans, mais quand j'en parle à l'extérieur, on a une philosophie de travail et gestion d'entreprise qui est particulière, Ok. qui est extrêmement flexible, extrêmement basée sur l'autonomie. On est beaucoup plus proche dans le fonctionnement d'un collectif, tu vois, Ouais. que d'une entreprise structurée, hiérarchique, avec des objectifs financiers, etc. Non, on n'est pas là-dedans. On est un gros collectif, nous on est un bateau, j'en suis le capitaine, je donne les grandes directions, mais chacun joue sa part et doit la jouer. Ouais. Ce qui n'empêche pas aussi d'être bien structuré, parce que pour répondre à des marchés publics, etc., Oui, j'imagine que ça doit chacun il y a connaît quand son même. rôle, chacun connaît son domaine Mm. d'expertise, chacun se fait confiance, on travaille tous ensemble dans son domaine, mais avec beaucoup de flexibilité. Tu vois, nous, Ouais. bah, depuis 2013, il y a du télétravail, et de plus en plus. Et ça depuis voilà, Mhm. 10 ans. Et à l'époque, en fait, on était les seuls, mais on ne le savait pas. Parce que si tu veux, de nouveau, j'avais aucun élément de comparaison. Ouais. J'ai pas connu d'autres boîtes, structurellement Ah oui, c'est parlant. ça, tu as démarré direct dans cette Moi, j'ai boîte-là. fait de la manière dont je pensais la plus juste, et la plus cohérente, la plus humaine et la plus sympathique. Moi, je voulais que tout le monde s'épanouisse. Bon, bah voilà, c'était C'est mon ça. mot d'ordre. Donc, j'ai fait en sorte que, et a priori, ça marche. Mais, et du coup, voilà, on a une ADN qui est spécifique et ça peut ne pas correspondre à certaines personnes. On avait fait des recrutements en 2018 et ces gens-là voulaient une structuration. Tu vois, ils étaient habitués à une N plus 1, N plus 2. C'est des trucs qui ne me parlent même pas. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de système pyramidal. On bosse tous ensemble, on avance. Il y a des gens, tu vois, qui étaient très gênés de me demander est-ce que je peux ce soir partir à 17h, j'ai rendez-vous chez le coiffeur ou le dentiste. Mais c'est des discussions que j'ai même pas envie d'avoir. T'as un rendez-vous, enfin, Ah oui, c'est ça. t'as un engagement client ou pas? Tu peux y aller, bah t'y vas, tant que ton travail est fait à la fin de la semaine, moi j'ai pas de souci. Bah, Et c'est ça. donc voilà, donc on a cette philosophie-là qui demande par contre une autonomie, tu vois. Donc ça, je peux Mm. comprendre que ça colle pas à tout le monde. Donc ça, c'est très important, que tu matches bien sur ta philosophie de travail. D'accord? Nous, il y a forcément un critère et un caractère passionnel. C'est une réalité avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toute l'équipe, là, sur 18, on adore ce qu'on fait. On adore ce qu'on fait. C'est pas du travail, je dirais, type alimentaire. Parce que, de Mhm. nouveau, je dénigre pas. Hein. Tout le monde n'a pas cette chance de trouver sa passion et de surtout trouver un travail rémunérateur qui correspond à ta passion. Hein. Mais l'équipe est vraiment forgée autour de ça. Et les gens, tu vois, j'ai pu recruter des gens qui n'avaient pas forcément la bonne expérience, la bonne expertise, mais ils l'ont acquis. Ils Mhm. l'ont acquis. Et j'ai même des profils qui ont été recrutés pour une mission et finalement, au bout de 2 ans, on a changé la mission parce que leur personnalité est poussée plutôt sur autre chose. Tu vois. Typiquement, un développeur qui est passé chef de projet technique parce qu'il était Mhm. beaucoup plus dans l'humain, dans la gestion clientèle que dans le code à proprement dit. Et ça, il faut pouvoir observer ça. Et ça, c'est pas mal, tu vois, je dirais, sur une structure type PME. Ouais. Donc, ouais, 18 salariés, c'est bien. Tu vois, dans ma tête, je sais très bien que c'est pas un modèle, en tout cas pour l'instant, c'est la pensée que j'ai, c'est pas un modèle que je pourrais répliquer sur 50, 60. Ouais, bah oui, c'est plus le même Ouais. quand il y a, ouais, Ouais, j'imagine tu que ça vois? doit être vraiment différent. Et faut Mhm. le savoir. Et là aussi, tu vois, ça dépend aussi quels sont tes objectifs et tes ambitions en termes de chef d'entreprise. Est-ce que tu veux une croissance infinie ou est-ce que tu veux plutôt trouver ton point d'équilibre? Moi, je suis plutôt de la deuxième école. Trouver mon point d'équilibre, trouver Ouais. ma rentabilité, assurer mon autofinancement. Donc voilà, je suis dans cette dynamique-là. Et donc là, du coup, toi, tu as pour ambition de, voilà, de rester aux alentours des 18-20 salariés. Parce que je crois que c'est à partir de 25 ou 29 salariés qu'il y a des choses qui changent niveau. Alors, tu changes déjà à partir de 11. À partir Ouais, de 11, maintenant, tu dois mettre en place le CSE, etc. Donc, CSE, c'est les anciens délégués du personnel. Donc, tu as un représentant de ton personnel, tu as une voilà, ouais. et moi, etc. Mais même ça, tu vois, pour nous, c'est une aberration.
notre discussion, notre fluidité, ma disponibilité faisait que déjà, il y avait une relation. Moi, je n'avais pas besoin d'un rendez-vous mensuel pour me faire du feedback de gestion. Mais je peux comprendre que dans certaines boîtes, tu as besoin de ça, tu vois. C'est du management à l'ancienne. Là, avec le responsable CSE, on se voit tous les lundis, tous les premiers lundis du mois. Souvent, on n'a rien à se dire. Il n'y a aucune remontée. Bon, voilà, hors du jour 0, compte rendu 0. Mais voilà, je peux comprendre que ça fait partie de la structure. Donc, tu as ces obligations-là. Et puis après, tu as 2 obligations de vingtaine, 2 obligations de cinquantaine. Mais même là, tu vois, il y a des bonnes obligations. Tu vois, à partir de 50, je crois, tu as toute la partie intéressement. Oui. C'est déjà des choses qu'on fait. Nous, chacun a bien conscience dans l'entreprise que mieux on bosse, pas plus, mais mieux on bosse, c'est-à-dire mieux on assure notre renta, tout le monde aura plus d'argent à la fin. On est dans le même bateau. Mais je peux comprendre que dans certaines boîtes, tu es obligé de légiférer là-dessus, tu es obligé de mettre tes textes légaux et structurer de cette manière-là. C'est plus d'un point de vue management où je trouve que grossir devient plus compliqué parce qu'au bout d'un moment, tu es obligé de mettre une pseudo-pyramide en place. C'est-à-dire que tu es obligé de déléguer une capacité de ton management dans le sens vraiment gestion de la ressource humaine. Ouais, puis d'avoir des pôles dédiés, etc. Qui soient bien. Et ça, moi, ça me gêne un peu parce que je suis plutôt dans une dynamique très transversale. Ok, chacun a son domaine d'expertise, mais tout le monde est au courant de tout. Tout est partagé, on a vraiment une vision globale, ce qui fait qu'on n'avance vraiment que dans un seul bateau. Ouais, puis ça évite d'avoir des guéguerres entre pôle marketing. Tu peux avoir des guéguerres dans le pôle marketing, tu peux avoir une perte de connaissances. Ouais, c'est-à-dire que comment ensuite tu diffuses proprement ton savoir-faire. Tout le monde, si d'un seul coup tout le monde est au courant de tout ce que tu fais dans ta propre boîte, je trouve que ça devient compliqué pour ton image de marque. Donc voilà, moi je préfère ce petit périmètre-là, c'est celui qui me convient en tout cas. À l'heure actuelle, après tu sais jamais, et ça c'est l'autre propos de l'entrepreneuriat, hein, c'est que jamais rien. Ce soit clair et net. Tout change tout le temps et justement ta capacité d'adaptation doit être phénoménale. Tu n'es jamais dans une situation parfaite. Et quand tu l'as, elle ne dure pas. Pour plein de choses. C'est ce que je pense souvent, tu sais, c'est un peu des espèces de châteaux de cartes que tu essayes de construire et puis tu consolides à chaque fois que c'est un peu branlant d'un côté, tu vois, et puis des fois il y a des grosses quêtes de l'autre. C'est ça. Et ouais, c'est clairement ça. Mais c'est ce qui t'anime en même temps au quotidien. Hein. C'est ça, ouais. Carrément. Ok. Du coup, on parlait de WordPress. Ouais. On peut revenir à WordPress. On va revenir à WordPress. Alors, ne refais pas toute ta conf. D'ailleurs, on la mettra en description pour ceux que ça intéresse. Mais rapidement, tu peux nous expliquer, puisqu'en plus, le temps passe. Là. Tu peux nous expliquer comment. Tu nous as dit que tu avais fait un même site, enfin votre base avec WordPress, avec Drupal. Voilà. Sur WordPress, c'était 3 fois moins cher et ça tenait la charge. Voilà. Et donc, on a commencé à propulser cette solution auprès des acteurs publics, c'était une grande nouveauté, avec énormément d'a priori à l'époque. Et là, j'ai envie de te dire, mais... Donc, il a fallu l'assumer les premières années, mais aujourd'hui, mais quel bonheur. Aujourd'hui, maintenant, tu vois, les appels d'offres publics, les cahiers des charges, demandent WordPress. Ouais. Sauf qu'en France, dans le secteur public, quelle est la meilleure agence qui connaît cette techno? C'est nous, ça fait 10 ans qu'on le fait. Ouais. Les autres commencent à s'y mettre, tu vois, seulement. Donc, mais ça arrive seulement les premières années, tu vois, WordPress c'est pas sécuritaire, t'avais la DSI en face, mais après, tu sais, donc au début, là, tous les DSI, tu sais, enfin, ils lisent des clubiques, des trucs comme ça, enfin des 01 net, et les seuls articles qu'il y avait sur WordPress, à part les nouvelles versions, c'est faille de sécurité WordPress, machin WordPress, enfin que des trucs négatifs. Exactement. Donc, il y avait jamais les trucs positifs pour dire voilà. Non. Hormis les nouvelles versions, tu vois, mais voilà. C'était vraiment, enfin à l'époque quand j'ai lancé la marmite, j'envoyais des emails, tu sais, j'ai essayé de faire ma petite croisade, tu sais, pour montrer un petit peu qu'il y avait des points positifs. Complètement. Mais c'est fatigant, tu vois. C'était usant. C'est vrai que ça fait une mauvaise réputation alors que c'était pas fondé. Il parlait du WordPress il y avait 5 ans avant, tu vois. Oui, c'était pour les blogs. Et même pas. C'est-à-dire, il parlait d'une manière d'utiliser WordPress à une époque. Voilà, c'est ça. Et donc au début, il a fallu beaucoup argumenter, beaucoup de pédagogie. On a commencé à gagner quand même pas mal de dossiers. Et puis à partir du moment où tu montres qu'il y a des villes qui l'ont pris, il y a des villes ça tourne, il n'y a pas de problème, tu donnes confiance. Et donc là, tu commences à vraiment repénétrer le marché. Donc là, vraiment salvateur d'un point de vue appropriation de la techno. Donc nous, comme moi, on était une équipe de développeurs et moi développeur à la base, on a pris WordPress comme un socle de développement. D'accord.
Donc, on a développé notre propre starter theme, on a développé notre propre plugin, on est même venu réaménager toute l'interface de BO de WordPress. Ok, génial. Avant que Gutenberg sorte, on avait déjà commencé à créer notre propre page builder. Ok. Donc, tu vois, on était dans cette dynamique-là. Là, maintenant, depuis quelques années, on essaie d'absorber le plus possible et au mieux les nouvelles évolutions de WordPress. On ne les prend pas toutes, on va y revenir. Hein. Le FSE, etc., ce sont des choses qui nous n'intéressent pas notre clientèle. Une fois, ils n'ont pas besoin d'un outil de création. Ouais, ils veulent une coquille et rentrer leurs données, rentrer leur contenu. Ouais. Donc, Gutenberg, par contre, est génial. Ça, pour eux, c'est génialissime parce que ça leur permet de faire de la mise en page. Tu vois, c'est des gens qui ont un parcours très communication, très print. Donc, le design, ça leur parle. Dans Gutenberg, ils retrouvent un peu les principes du design. Je compose ma page. Ça leur plaît. Mais ils veulent pas un outil qui leur permet de construire le site. Et le FSE, c'est ça. Je construis mon site. Et c'est pour ça que quand on est dans ce débat-là, builder, pas builder, FSE, pas FSE, etc., il faut toujours se souvenir qu'aujourd'hui, WordPress répond à des usages, à des cas d'usage très différents. Que WordPress, déjà à la base, il y a WordPress.com et WordPress.org, d'accord, qui répondent à des besoins différents. Et aujourd'hui, c'est clair et net que WordPress a un enjeu fort sur cette conception de site, avoir en fait pour créer ton site sans rentrer dans ton code, rien que sur WordPress.com. Parce qu'il faut pouvoir créer ton site personnalisé juste avec ton builder qui est donc le FSE. Ça répond vraiment à ce besoin-là. Ça n'empêche pas. Ouais, c'est de concurrencer Wix et tout ça, quoi. Donc, exactement. Donc, ils lancent cette concurrence-là. Il faut pas oublier que WordPress, c'est grâce principalement à WordPress.com qui vit. Hein. C'est leur modèle de rémunération. Donc, c'est normal qu'ils lancent beaucoup d'énergie dessus. Ensuite, sur le côté auto-hébergé, donc on va dire le .org ou le open source, tu l'utilises pas, tout dépend de ta dynamique et ce que tu veux faire avec ta clientèle et ce que ton client attend. Donc il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on ne prend pas. Ce que je trouve que c'est plutôt bien à WordPress pour le moment, c'est de laisser toutes les possibilités. Tu vois, ils ne sont pas d'un seul coup venus casser ton système de thème à l'ancienne. ouais, Il existe et pour l'instant, il n'y a aucune notion de le faire disparaître à court ou moyen terme. Ça va rester parce que c'est une autre manière de faire. Alors, du coup, je renvoie au podcast précédent. Ouais. J'ai échangé avec Florian Truchot de Fantassin, qui me disait que lui, à terme, il voit les thèmes disparaître. Donc, c'est intéressant de. Ouais, je pense pas qu'ils disparaissent parce que tu vas avoir une résistance. Un changement de concept, en tout cas, peut-être du concept de thème. Ouais. Alors, lui, sa vision, si tu veux, c'est dans WordPress, tu auras donc le FSE, tout ça, mais ça sera juste en gros, tu injectes une charte plutôt que d'avoir une structure qui est déjà faite dans ton thème, tu vois, comme on peut avoir déjà à l'heure actuelle. Même si maintenant, tu peux même, avec des Astra, etc., tu peux faire évoluer pas mal de structures et tout ça, mais... Je dis pas que ça sera pas l'usage majoritaire. Sans doute que le FSE va devenir l'usage majoritaire. Mais pour beaucoup... Ça va prendre quelques années déjà. Bah oui. Et pour beaucoup, dont nous, WordPress est avant tout un socle de développement. Et ça, je ne vois pas se briser parce que tu vois, c'est la même dynamique que peuvent avoir un Woodunit, un Biapi, tout ça. Ils sont dans cette dynamique-là. C'est un socle de développement. Et beaucoup d'agences l'utilisent de cette manière-là. Donc, ça ne disparaîtra pas. Ça ne sera pas l'usage le plus commun, mais ça ne disparaîtra pas. Vraiment, j'y crois pas. Il y a plusieurs types d'utilisateurs, en fait, comme tu dis. Hein, donc, ça dépend vraiment. Très différents les uns des autres. Et là, WordPress s'en sort vraiment bien. Je trouve, hein, parce que ça... Tu as vraiment ces différentes manières de l'utiliser. Donc voilà, à fond WordPress depuis 10 ans. Et c'est vrai que du coup, j'avais fait ma con sur comment WordPress a sauvé mon agence, qui est une réalité en fait, qui est une réalité économique et structurelle. Cette simplicité de l'outil nous a permis de recruter plus facilement, de restaffer l'équipe. C'est une compétence qui était assez répandue, qui l'est de plus en plus. Ouais. Ça facilite ça et surtout l'appropriation de l'outil par tes clients. Voilà. Et puis la maintenance simplifiée, j'imagine. Le problème qui était un problème originel quoi, de la dette technique. Exactement. Donc là, on a tout réassaini et je veux dire, on a des sites qui ont plus de 10 ans, mais qui sont maintenant tout à fait sur la dernière version de WordPress, dans lequel on a réingurgité Gutenberg, etc. Donc tu as vraiment un socle, tu arrives enfin à fonder un socle que tu peux maintenir sur le long terme. Et tu sors en fait d'un phénomène cyclique qui était usuel à l'époque, où tous les 5-6 ans, tu refaisais tout ton site. Il y avait une ouais, parce qu'il changeait toute la base, ça pétait tout. Quoi. Ah oui, obsolescence technique, faut tout refaire. Bon, maintenant, là, tu es plutôt dans une démarche d'amélioration continue. Et c'est là où le monde agence, ou en tout cas même pour des indépendants, ce que j'invite vraiment à faire, c'est avoir cette capacité d'accompagner vos clients sur le long terme. Oui, pas juste faire le site et ciao. C'est ça. Et là, il y a beaucoup enfin, business, j'aime pas ce terme-là, mais tu as une vraie valeur ajoutée à donner à ton client. Sur ton accompagnement sur le long terme.
Et c'est beaucoup plus facile de fidéliser un client et d'avoir du devis complémentaire d'année en année que d'aller en acquérir un nouveau. Et ça, il faut vraiment que tout le monde l'intègre, en tout cas ceux qui veulent vraiment structurer une aventure entrepreneuriale sur le long terme, fidéliser vos clients et apporter de la valeur ajoutée régulièrement. C'est vraiment super. Et après, en plus, ça te permet de mettre un cap. Ok, moi, j'arrive à vivre avec mes 30 clients. Bon, ben voilà, je suis plus dans une démarche d'acquisition, je suis dans une démarche de fidélisation. Je pense notamment au freelance, tu vois, tu peux pas tout faire. Et à un moment donné, tu as un plafond, ton temps est limité, etc. Donc, il vaut mieux fidéliser. Enfin, après, tout dépend du freelance. Tu as le freelance B2C, B2B. Là, je parle vraiment B2C, ceux qui gèrent leurs clients. En B2B, forcément, tu es sur la presta. Et là, ton but est d'avoir un maximum de projets qui se suivent et sans période de creux. Donc voilà, donc chaque cas de figure, bien sûr, est différent, mais fidéliser, et même en B2B, fidélise. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Si comme ça, tu n'as pas besoin de retrouver de nouvelles agences, on va dire, à démarcher pour. C'est ça. Surtout pour des gens qui peuvent venir je dirais de l'opérationnel, c'est-à-dire des gens qui créent, qui développent ou qui font du design. C'est pas des commerciaux. D'accord, c'est souvent pas les meilleurs pour les vendre. C'est dur de gérer toutes les casquettes, c'est pas évident. Complètement. Donc ça, c'est important de fidéliser, très important de fidéliser. Ok, super. J'aimerais bien qu'on parle de comment dire, relation vie pro, vie perso. Parce que tu disais que voilà, t'as charbonné à fond au début. Et après, voilà, j'imagine que ça s'est stabilisé au bout de combien de temps d'ailleurs avec cette migration avec WordPress, parce que j'imagine voilà, vous avez perdu des clients, vous avez peut-être réussi à en convaincre de passer à WordPress. Là, j'imagine que tout votre parc est sous WordPress ou il reste encore des sites. On a encore 3 Easy Publish. Là, c'est sport fondu, ça sera fini pour le 31 décembre, mais tu vois un peu l'inertie du truc, quoi. Bah ouais. Et donc, c'est des sites qui ont plus de 10 ans, ils ont 12-13 ans, tu vois. Donc, il y en a encore 3, on est en train de les passer là sur WordPress. C'était le temps d'avoir le budget côté client. Ok. Et ouais, équilibre. Alors, stabilisation, on va dire que tu as 2 stabilisations dans mon cas de figure. Tu avais la stabilisation financière. Je me rappelle, quand je l'ai repris, j'avais une grosse dette. Ça, il m'a fallu 3 ans. Ce qui était très court. En gros, ma dette correspondait à plus d'une année de chiffre d'affaires. Et on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. 3 ans, donc c'était plutôt pas mal. Au début, on tablait sur 8, tu vois. On l'a fait en 3. Et après, la stabilisation structurelle et d'équipe, ça, il m'a plutôt fallu 8 ans. 8 ans sur la partie équipe, c'est-à-dire avoir une équipe qui me correspond à ma philosophie, à celle que je veux donner en termes de dynamique, 8 ans. Et sur la technique, ça a été relativement vite, c'est-à-dire dire maintenant tout ce qu'on produit, c'est du WordPress. En 6 mois, c'était. Ouais, ok. Donc ça, c'est génial. Et du coup, par rapport à la vie perso, comment tu gérais ça? Est-ce que tu étais en couple peut-être à ce moment-là? Pas forcément? Ouais, je l'étais. Ça n'a pas duré. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on. L'été, ça n'a pas duré. Et bon, j'en rigole, mais ça ne devait pas être sympa pour elle. Ouais, c'est sûr. Mais bon, elle a compris. Voilà. Mais c'est clair que j'ai tout sacrifié. Même mes amis, tu vois, mes amis. C'est pas évident de dire, voilà, moi, mon objectif, c'est ça. Et enfin, ouais, tu rencontres quelqu'un, de dire, voilà, en gros, je suis un bosseur. Et en gros, c'est apprendre ou à laisser, quoi. Faut me gérer comme ça. Et encore, des fois, enfin, on le dit pas forcément au début parce qu'on n'en a pas conscience. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'étais pas forcément aussi tranchant, tu vois. Il y avait une partie de moi qui voulait passer du temps. Ah bah, tu vas toujours tirer sur les deux tableaux, quoi. Sur les 2 tableaux, et tu te retrouves un peu déchiré, ça fait mal au cœur. Du coup, t'es ni à fond dans l'un ni dans l'autre. Enfin, j'étais quand même à fond dans le boulot quand même. Et beaucoup de déplacements à l'époque. Est-ce que si tu avais des clients dans toute la France, c'est largement année 2013, 15, 16, ils voulaient te voir tout le temps. Tu passais tout le temps sur la route. Et là, depuis le Covid, ça se fait de plus en plus en visio. Et ça, c'est cool. C'est cool parce que tu n'as pas la fatigue des déplacements, tu n'as pas les problèmes du déplacement. C'est affolant en France. Et les coûts, réduction des coûts. Et tu vois, même aujourd'hui, là, on parle de démarche d'éco-conception. Je veux bien qu'on aille grappiller 3-4 grammes de CO2 sur ton site internet. Ouais, mais si tu dois faire 1000 bornes, voilà, je sais pas comment. Faut rester cohérent. C'est vrai qu'on n'en parle jamais de ça. Bah oui, mais ta démarche, pas du tout, elle est globale, tu vois. Et donc ça, c'est un argument à faire valoir en plus. Complètement. Et donc ça, c'est plutôt salvateur. Donc ouais, 8 ans, vraiment tout mon temps bossé. H24, 7 jours sur 7, toute l'année, pas de vacances ni rien.
dis pas faut le faire, d'accord. Ça dépend le tempérament de chacun aussi. Dans Hein. le tempérament, Comme tu disais, la fougue qu'on peut, ouais. qu'on peut Par avoir. contre, clairement, tu vois, au début, quand moi j'ai repris la boîte, tous les gens un peu plus âgés. Alors, j'ai pas beaucoup de références d'entrepreneurs, tu vois. Dans mon cercle, il n'y avait pas d'entrepreneurs, donc j'ai pas forcément une idée Ouais. par rapport à ça. Mais le mot commun était de non, 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 tu seras plus mature à 30 ans, attends plutôt d'avoir 30 ans, tu seras là en capacité. Bah, moi, aujourd'hui, je les ai les 30 ans, tu vois. Et je me dis non, si tu as 20 ans, tu as une idée, vas-y à fond, quoi. Ouais, c'est clair. Tu as du temps, C'est clair. tu as du temps et c'est précieux. À 30 ans, tu en auras beaucoup, beaucoup moins. Ouais, est-ce que tu commences à avoir des enfants? Là, c'est Tout. compliqué, quoi. Tout. Et donc, vas-y à fond. Vas-y à fond. Après, essaie de trouver quand même ton petit équilibre. Hein. C'est avoir un week-end de temps en temps, ça fait quand même du bien. Moi, j'avais pas ce luxe-là parce que je devais restructurer avant tout. Avant de concevoir la nouvelle boîte, je vais pas restructurer. Donc ça, t'as juste pas le choix. Si tu veux sauver les meubles, bah, t'es dos au mur. Mais il faut y aller à fond. Après, voilà, ménagez-vous des petites plages. Et ouais, depuis... Bah, ça a été un peu brisé ce truc-là parce que, on va dire, mon équipe est arrivée en bon équilibre, point d'équilibre 2018. 2019, je prends une décision de me dire, ouais, voilà, c'est bon, je suis arrivé à peu près là où je voulais. Ça fait plus de 6 ans que j'ai pas pris de congé. Je me prends 4 mois et je pars en Nouvelle-Zélande. Ok. Bon, je débarque en Nouvelle-Zélande, donc ça, c'était décembre 2019, tu vois. Tu vas voir où je vais en venir. Donc, décembre 2019, je commence mon petit road trip, tu vois, Armando dans tous les sens, etc. Donc, forcément, hein, tu as libéré mon esprit. Ça, c'est incroyable, mais tu libères ton esprit pendant une semaine. Bah, juste la semaine d'après, j'étais déjà avec 1000 idées, j'étais en train de rebosser. Mais tu vois, parce que j'avais enlevé toutes mes contraintes. Donc là, je suis arrivé plein d'idées. Donc, j'étais en mode road trip. La journée, la nuit, je bossais comme un dingue, mais en kiffant, quoi. Donc, c'était super. Et je me dis, bon, quand même, tu vois, j'arrive court début mars. Ouais, début mars, je me dis, bon, quand même, je vais me reprendre une semaine, vraiment, où je coupe tout. Vraiment, là, pour le coup, tu vois, je voulais couper le téléphone et tout. J'avais de nouveau une chérie à ce moment-là, je l'ai toujours, hein, c'est la mère de ma fille. Et je lui dis, bah voilà, je coupe une semaine. Je coupe une semaine. En Nouvelle-Zélande, je sais pas si tu connaissais Raglan, c'est the spot de surf, yoga, etc. Donc, tu déconnais, quoi. Tu es juste sur la plage. J'arrive là-bas, je coupe le téléphone, je le coupe jamais vraiment, mais je le laisse très très loin. Ma chérie est au courant, tu vois, que je coupais. Et là, appel. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Donc je décroche, ça va ma chérie. Puis là, elle fait, il y a le Covid. Je sais quoi, Covid, c'est quoi le Covid? Ah oui, c'est ça. Ok. Et tu vois, deuxième jour où j'arrive dans ma petite session tranquillou, bam, Covid. Donc là, tu vois, tout le monde s'excitait sur place. Ma chérie qui est médecin. Elle est médecin à Lyon, donc elle plan blanc à fond là-dedans. Elle me dit c'est la catastrophe, il y a des morts, machin. Ouais, je sais quoi ce truc. T'es en Nouvelle-Zélande, t'es complètement déconnecté, t'es loin, tout ça. Et là, bam, l'agence qui t'appelle, tous les projets s'arrêtent, on sait plus quoi faire, tout est déstructuré. Puis t'apprends les plans de l'État, chômage partiel, activité partielle. Mais du coup, vous, comme vous étiez déjà en télétravail aussi, peut-être. Ah oui, mais ça, c'est tout le problème, c'est que nous, on était en capacité de bosser. Le client. Oui, pas vos clients, ok. Et là où franchement on s'est fait avoir, je me suis fait avoir moi le premier, c'est que nos clients, les services communication des collectivités ont dit bah c'est bon, on va bosser de la maison, le projet peut continuer. Sauf qu'en fait, nous, les services communication, ils sont pas décideurs. Donc on avançait, on faisait nos points, mais pour valider notre maquette, valider notre dev, bah, il n'y avait pas la hiérarchie qui était là. Et donc en fait, on s'est retrouvé dans un entre-deux où dans un premier temps, bah, je me suis dit bah non, l'activité partielle, j'en ai pas besoin, tu vois. Mes projets, bah non, bah juste pendant 6 mois, 0 infacturation. Ah ouais, donc on a pris cher. Donc au bout d'un moment, en courant de l'été, j'ai fait stop, non, on se met en activité partielle, nos projets n'avancent pas. On passe notre temps en visio au téléphone pour dire bonjour, mais en fait, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui valide. Ça sert à rien. Donc voilà, donc on a pris un peu cher quand même. Donc voilà, 2020 a été chaud financièrement. Niveau secteur public, 2021 a aussi été chaud. Parce que eux se sont montrés dans un phénomène où on ne sait plus quels sont nos budgets, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on se lance pas, on a peur de tout. Donc tu vois, j'avais atteint ma zone d'équilibre, me dire c'est bon, je reste. Là, je peux relâcher, il a fallu que je me remette à fond dedans. Bon, le cap a été franchi assez vite, 18 mois, voilà, c'était reparti. Donc finalement, le zénith que j'avais atteint en 2018, là, je l'ai seulement réatteint là en fin 2022, tu vois. Donc là, j'ai survenu sur un équilibre, mais pareil. Tu vois, on est passé de 6, maintenant 18. Tu vas pas repartir en Nouvelle-Zélande, fais gaffe. Hein. Non, ça va déclencher un nouveau truc. Je bouge plus.
c'est clair. Et du coup, oui, en plus, je rentre en France. Du coup, ma copine dit non, faut que tu rentres, faut que tu rentres. Je rentre le dimanche, donc le confinement venait d'être voté le mardi d'avant. Ok. J'arrive, aéroport Charles de Gaulle, pas un chat, rien. Je remonte dans un train, il y avait encore les trains. Les trains, on continue toute la période de confinement. Je vais jusqu'à Lyon. Donc j'étais dans mon train de Paris, Paris Charles de Gaulle. Enfin, j'étais remonté, gare de Lyon. Donc 8 wagons, tout seul. Ah ouais. Tout seul. T'arrives à Lyon. C'est peut-être contaminé. Hein. T'avais des ballots de paille qui se promenaient. Enfin, c'était ouf. Ouais. Premier jour où je rentre en France, bam, Covid. Ma copine l'avait, elle savait pas. J'arrive, Covid. Bref, c'est la totale, quoi. Donc voilà. Donc là, je réatteins le niveau et pareil. Quand t'es 6, tu touches à tout. Là, j'ai structuré à 18 et aujourd'hui, peu de choses près, je dirais que toutes mes compétences et savoir-faire sont doublés au sein de l'agence. Ok. C'est-à-dire que cette agence, théoriquement, c'est toujours théorique, tout ça, peut tourner sans moi, tu vois. Elle sait tout gérer. Elle reçoit les canaux, elle sait gérer la partie commerciale, elle sait produire, elle sait mettre en ligne, et elle sait gérer l'assistance. Ce qui veut dire qu'en fait, ma valeur ajoutée est juste comment faire progresser tout ça, découvrir des nouveaux horizons, améliorer les process, etc. Donc, tu vois, c'est vraiment une valeur ajoutée. Je ne suis plus dans la prod. J'interviens toujours un petit peu parce que je kiffe ça, mais elle n'a pas besoin de moi pour tourner. C'est-à-dire que cette boîte-là, si je m'en vais 6 mois, elle tourne. Elle fera sans doute rien de nouveau, mais elle va tourner. Et ça, quand tu atteins quand même cette situation-là en tant que dirigeant, c'est quand même pas mal et ça t'enlève une très grande charge mentale. C'est clair, c'est clair. Tu libères ton cerveau. Et puis tu es libre pour imaginer de nouvelles choses. Et là, c'est vraiment, moi, c'est un de mes objectifs aussi d'arriver à me détacher un petit peu plus comme ça. Ouais. Donc ça demande des choses. Hein. Ça demande d'avoir quand même un certain niveau de chiffre d'affaires. Hein. Ça demande d'avoir une structuration. Après, je peux pas donner de chiffre parce que tout dépend de ce que tu fais, comment tu le fais. Bah voilà, nous, dans notre secteur, il fallait atteindre le 1,5 million, il fallait 18 salariés pour nous. Ça peut être d'autres chiffres pour d'autres types de structures. Mais ça, je trouve, voilà, c'est une situation intéressante, plaisante, et qui permet de se libérer des tâches les plus chronophages et vraiment, de nouveau, sur le système de plus-value, d'apporter ta plus grande plus-value. Ok, top. Bah écoute, on arrive à la fin du podcast. Là, on a bien discuté. Ça pourrait durer encore 1 heure de plus. Ouais, je suis bavard. Voilà, je voulais qu'on ait un échange un petit peu vraiment sur la partie organisationnelle structurelle d'entreprise. Sur la partie intrinsèque WordPress, la manière de l'utiliser, je suis assez d'accord. Enfin, là, sur les dernières interviews que tu as pu faire, je suis dans la même donne. C'est-à-dire, voilà, on a développé nous-mêmes, on utilise assez peu de plugins, on a plutôt tendance à prendre la main dessus pour éviter les déconvenus. Donc, à la fois le thème, mais aussi les plugins, hein, parce que le problème de l'open source, c'est que tu es un peu à la merci de tout. Voilà, tu sais pas la nouvelle version, ce qu'elle va apporter ou retirer. Alors toi, tu as tes engagements côté client et tu as maintenant. Ou le conflit que ça peut causer avec tel ou tel. On a des plugins très très forts, tout le monde utilise maintenant, ACF, etc. Ça, on les a. Encore que les dernières versions depuis que ça a été racheté, on dit mais qu'est-ce qu'ils font avec les post-types et les taxonomies, tu vois. Il n'y avait pas besoin. Donc l'avantage, c'est que tu peux les disable avec les hooks, etc. Donc ils sont actifs dans une philosophie. Donc ACF, WP Rocket, ça, bien sûr qu'on les utilise. Alors, attends, j'allais te faire mon vas-y, mon petit truc de fin là, du coup. Constructeur, des petites questions de fin. Gut pour la partie et même pas le FSE pour la partie theming, ça on dev notre thème. Ok, plugin SEO. On est sur Yoast traditionnellement, on regarde de très près sur Press. Ok, ça marche. Sécu. Il n'y en a pas. Enfin, notre plugin à nous. Pas de plugin tiers, c'est nos plugins à nous qui font ce que font les autres, un but de force login, etc., observation des fichiers. Mais on a développé notre propre solution à nous, tout simplement parce que les plugins du marché, rien que l'interface back-office, qu'est-ce qu'ils sont fichus. Tu vois, nous, on aime bien avoir... iTeams, maintenant, ça s'appelle Solid Security, mais c'est vrai que des fois, les mecs qui font les... lui c'est ça. Tu te dis, wow. La version d'avant était bien, mais avant, ça remonte un peu maintenant, mais là, c'est plus complexe. C'est pour ça que nous aussi, on milite beaucoup pour le design system du back-office, quoi. Même je me demande si le Mac design system. Ouais. Mais du coup, ça, j'ai vu, ça en parle. Ça commence à bien en parler, ouais. Là, du coup, le podcast sera diffusé un petit peu après, ça aura sûrement avancé depuis, mais c'est intéressant.
Plugin de perf, tu l'as dit tout à Rocket, l'heure dessus. Rocket à fond, c'est génial ce qu'il a fait. Hein, enfin, attends, c'est top. Bravo à lui parce que c'est une belle aventure qui fait rêver. Et là, par contre, attention, hein, pareil, les freelances qui se lancent, l'aventure de Jonathan est exceptionnelle. Ouais, c'est clair. Mais bon, ils ont dû passer quelques nuits aussi. Hein, Bah, je pense que si tu as l'occasion de l'interviewer, oui, Jonathan a passé sa vie aussi. Je pense que c'est ça. la partie de sacrifice, sans doute un parcours similaire. Il l'a fait à fond. C'est ça. Il l'a fait à fond. Mais même en le faisant à fond, tu vois, aujourd'hui, j'ai pas la chance de pouvoir vendre ma boîte autant que la banque de Jonathan. Donc, Ah ouais, c'est t'as aucune exceptionnel. garantie. Et bravo. Donc, vous pouvez en rêver, mais Après, c'est bien d'avoir des exemples, tu vois. c'est Donc, bien d'avoir des exemples. Ça existe, c'est possible. ouais. Plugin de formulaire. Gravity. Gravity. Gravity depuis le tout début. Et là, pour le coup, franchement, je vais te dire, on va tester tous les autres. Hein, mais Gravity, il est trop bien. Mais à la fois dans l'expérience utilisateur et la manière dont il a été développé, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre d'un point de vue développement. On développe nous plein de champs de Gravity custom. Et sa manière de pouvoir s'étendre, c'est-à-dire gérer l'affichage, gérer son export, gérer la gestion des data en base de données. Les mecs qui ont développé ça, c'est des génies, quoi. Génies. Tu vois, nous, dans l'écosystème WordPress, on dit toujours Rocket, mais ACF et Gravity, les gens qui ont développé ça, c'est des génies. C'est des génies, c'est propre, c'est clean, c'est extensible, c'est magnifique. Ouais, il y a des hooks de partout, tu peux vraiment personnaliser. Bah, du coup, j'allais dire, voilà, plugin de dev, tu as dit ACF. Ouais, alors, peut-être d'autres que vous utilisez en dev, on a tout ce qui va être les plugins, query monitor, etc. En phase vraiment de dev, on utilise beaucoup What the File, nous. Ouais, sont les template parts parce qu'on découpe énormément, donc ça, c'est très, très utile. Donc ça, c'est nos plugins de dev de surveillance. Après, nous, en interne, on a développé toute une base de snippets, etc. pour éviter de répéter nos codes. Bien, On commence à utiliser un peu de ChatGPT, mais assez peu. Et voilà, donc on a notre base de snippets, on récupère la plupart du code qu'on a fait. Ok. Je pourrais te filer un accès si tu as WP Turbo. Ouais, on a essayé, on l'a testé. Ah, c'est ouais. Cool. Ouais, nous on l'a testé. Donc c'est vrai, pour l'instant, il correspond à ce qu'on fait déjà. Tu vois, par rapport à nos snippets, etc. On est déjà dans cette même donne-là. Nous, ce qui nous intéresse, tu vois, par rapport à l'IA, ça peut te donner des tips. Ça va être surtout la partie sécurité, tu vois. C'est-à-dire vraiment la manipulation des données, le nettoyage des données, etc. sur tous les paramètres que tu peux passer. Donc ça, vraiment l'aspect sécuritaire est intéressant, je pense, au niveau de l'IA. Parce que ça te permet le code que tu as pu taper très très rapidement, juste tu le passes dans ta moulinette et boum, c'est fait. Donc ça, ouais, tu vois s'il y a des choses qui sont pas claires. Ok, c'est ça. Cool. Je note. Du coup, j'imagine, alors j'allais dire thème favori, mais j'imagine que vous avez quelque chose de sur mesure. C'est que notre, alors, on a été contraint, entre guillemets, de faire de l'Elementor basé sur Hello. C'est dur. Nous, on galère. C'est vaste aussi, Elementor. Il y a tout un truc à apprendre. C'est un écosystème à part entière. Complètement. Nous, on galère plus à essayer de monter un thème sur Elementor que de développer notre thème nous-mêmes. Mais parce que c'est notre habitude aussi. Mais non, que nos thèmes sur mesure à partir de notre starter à nous. Ok. Et puis j'avais une question aussi. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer? Mais on en a parlé. Ouais. Le podcast, c'est de charbonner. Quoi, le mot d'ordre, c'est aller à fond. Votre valeur n'est concrète que si vos clients sont satisfaits. Et c'est votre seul objectif. Arrêtez de vous comparer. Soyez prêts à vous donner à fond. Apprenez. Soit vous avez du client, et du coup, c'est un petit peu vos clients pilotes et ceux qui vous challenge et vous faites votre projet. Si vous démarrez, vous n'avez pas de clients, etc., il y a plein de formations en ligne, y compris, voilà. Et allez regarder les plugins ou les thèmes. Décortiquer le code. Alors, pas les thèmes ThemeForest, parce que vous ne comprendrez rien, c'est normal. Mais ouais, non, mais les thèmes, les thèmes populaires, Astra, même le thème par défaut pour commencer, tu vois. Exactement. Et observez ce code et essayez de les reproduire. Et c'est vachement formateur. Il y a des plugins aujourd'hui d'une extrême qualité. C'était la Gravity, etc. Vraiment, comprenez ce code-là. Si vous êtes capable de comprendre et reproduire une structure de code telle que Gravity ou ACF, franchement, vous êtes bon sur le marché, quoi. Vous êtes bon sur le marché. Et souvenez-vous que tout le monde a démarré petit. Non, mais c'est ça, voilà. On a tous démarré petit. Rien pipé au code. Ouais, on a tous démarré tout petit, à faire des projets d'abord à 500, 600, 1000 euros, etc. Et au bout de 10 ans, sur des projets à 50, 60K. Mais on a tous démarré petit, n'oubliez pas. Donc oui, le marché aujourd'hui est plus saturé qu'à une époque.
c'est clair, il y a plus de techno, c'est sans doute plus difficile d'y rentrer. Nous, on a appris avec la techno qui évoluait. Aujourd'hui, tu arrives à déjà un socle techno qui est très très vaste. Il faut appréhender tout ça. Mais l'avantage que vous avez par rapport à nous il y a 15 ans, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup plus de ressources sur le web. Tout est à portée de main. Il faut y aller à fond. Ouais. Super. Bah écoute, c'est top. Je pense que c'est une bonne conclusion. Mais d'ailleurs, voilà, tu parlais de formation. Donc, ceux qui ont vraiment besoin d'avoir les bases, ils peuvent aller sur wpchef.fr. Et puis, du coup, ceux qui veulent aller plus loin, il y a WP Marmite Pro et tout ce qu'on essaye de construire justement pour donner un maximum comment dire, de compétences pour appréhender justement ce vaste écosystème, hein, parce que tu vois, on aimerait bien avoir un cours sur ACF, un cours sur Struct, un sur WPCLI, tu vois, c'est super vaste, et donc c'est vrai qu'on essaye de constituer ça, un pool avoir tout un ensemble de compétences WordPress approfondies pour voilà, qui sont vraiment utiles pour ceux qui veulent qui veulent devenir professionnels de WordPress. Ok, top. Bon, écoute, on a encore une fois explosé le compteur. mais comme d'habitude, c'est pas terminé. On va continuer quelques questions pour creuser sur des choses un petit peu plus stratégiques pour les prestataires WordPress dans la seconde partie. Donc, voilà, si vous êtes étudiant de la formation Devenir freelance WordPress accompli, vous pourrez creuser ça tout de suite. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, voilà, peut-être qu'on mettra ça dispo plus tard. Je ne sais pas encore, mais peut-être à l'épisode 10, on verra quand il y aura un certain nombre de bonus qui seront, ça sera vraiment intéressant. Mais en tout cas, vous retrouvez toutes les ressources en description. Si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast, vous pouvez aller sur presta.fr/9. On est à l'épisode 9. Et voilà. Donc, on est tout bon. Merci encore une fois, Clément. Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et je reste disponible si vous avez des questions, si vous êtes dans une aventure entrepreneuriale, je serais ravi de partager avec vous. Super. Donc, je me montre dispo. Vous allez sur innovavora.net, vous aurez toutes les coordonnées de l'agence. Ouais, pas de souci. Ça marche. Et puis, j'encourage aussi, on mettra, comme je l'ai dit, la conférence de Clément sur comment il a restructuré avec WordPress. Je pense que ça va être super intéressant pour ceux qui nous écoutent. Merci. Voilà. Alors, à tout de suite pour la partie 2. Ciao, ciao.